aujourd'hui encore pour ce webinaire qui porte sur le thème Azure Virtual Desktop en action, moderniser le poste de travail avec Azure. Au cours des dernières années, on a vu les organisations qui ont profondément transformé leur façon de faire. Le télétravail, les environnements hybrides, la mobilité des équipes, c'est quelque chose qui est devenu norme courante. Mais avec cette évolution, il y a des défis auxquels font face les équipes TI. Il faut sécuriser les accès aux applications et aux données. Il faut offrir une expérience utilisateur qui a du sens. Il faut continuer de réduire la complexité des opérations liées à la gestion des postes de travail et il faut maîtriser les coûts. Donc, du coup, les solutions traditionnelles basées sur des postes de travail physiques, sur des VPN, sur des infrastructures locales vont très rapidement montrer leurs limites. Et c'est dans ce contexte que des solutions comme Azure Virtual Desktop vont émerger. Microsoft, je pense, c'est en pleine pandémie qu'il va les mettre en service. Azure Virtual Desktop va permettre aux organisations de centraliser les environnements de travail dans le cloud, tout en offrant aux utilisateurs une expérience sécurisée, flexible, performante, accessible depuis n'importe où. Bref, aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on va explorer ensemble. On va regarder c'est quoi les enjeux liés à l'utilisation de la gestion, à l'utilisation des postes de travail. On va parler des concepts clés Azure Virtual Desktop. On va explorer des scénarios concrets de déploiement et bien sûr, avec notre expert, on parlera des bonnes pratiques pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de solutions. Pour nous accompagner dans cette discussion, ce vendredi, on a encore le plaisir d'accueillir Belmont Fokou, qui est expert en technologie Microsoft et en infrastructure cloud. Belmont accompagne régulièrement des organisations dans la mise en place des solutions cloud, notamment Microsoft Azure, de la virtualisation et des environnements de travail numériques. Aujourd'hui, il va nous présenter comment AVD, comme on va l'appeler, Azure Virtual Desktop, peut concrètement transformer la gestion de postes de travail, améliorer la sécurité et simplifier l'administration pour les équipes TI. Belmont va nous proposer également une démonstration afin de voir comment cette solution, dans un contexte réel, fonctionne. Sans plus tarder, je vais inviter Belmont à se présenter et puis à nous présenter ce qu'il a préparé pour nous ce vendredi. Bonjour Belmont. Oui, bonjour Olivier. Merci encore une fois de plus Olivier de passer la parole. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cet autre webinaire. Aujourd'hui, en fait, nous allons dérouler un des sujets très à la mode dans le monde des technologies aujourd'hui. Il s'agit de la solution Azure Virtual Desktop. Azure Virtual Desktop, en fait, c'est un service Microsoft qui permet de fournir des bureaux de travail et des applications virtualisées via Internet pour des utilisateurs distants. Nous savons tous que nous sommes dans un contexte où le mode de travail à distance est de plus en plus privilégié et les organisations cherchent les solutions les plus performantes et les plus efficaces et surtout les plus sécuritaires pour permettre d'offrir ces services aux utilisateurs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une des solutions de Microsoft qui est AVD. Bon, AVD n'est pas la seule solution offerte par Microsoft pour gérer la virtualisation des postes ou la virtualisation des applications. Il existe d'autres solutions, notamment Windows 365, qui notamment offre moins de fonctionnalités et de possibilités qu'Azure Virtual Desktop. Donc, pour les organisations qui veulent être plus robustes et plus efficaces, Azure Virtual Desktop se positionne clairement comme étant la solution la plus efficace. Donc, qu'est-ce que Azure Virtual Desktop permet de faire? Généralement, dans les entreprises, on rencontre des cas très, très spécifiques. Nous pouvons parler notamment des utilisateurs qui travaillent de façon distante, loin des holdings ou loin des bureaux de l'organisation et pour qui la fourniture du matériel peut être très difficile et très contraignante. Nous avons ici des organisations qui aujourd'hui utilisent encore des systèmes qui sont peut-être classifiés comme étant des systèmes legacy, qui présentent peut-être beaucoup de lacunes avec des systèmes traditionnels tels que les VPN.
Nous allons ici ouvrir un peu Azure Virtual Desktop pour voir dans quelle mesure elle pourrait nous permettre de répondre à ces besoins plus efficacement. Azure Virtual Desktop, qu'est-ce qu'il apporte dans le monde des technologies? Une sécurité renforcée. C'est une solution qui est centralisée, qui est gérée de façon centralisée, dont on peut avoir le contrôle sur la donnée qui est stockée dans cet environnement, que ce soit l'utilisation du volet applicatif ou du volet bureau distant. Il est hautement contrôlé par les administrateurs système. Nous avons également le volet réduction de coûts au niveau infrastructure. Excuse-moi, Oui. Belmont, est-ce que l'écran ne bouge pas? Ne bouge pas? Oh. Non. Voilà. Oh oui, désolé. Oui, excusez-moi. Donc, nous avons également le volet réduction de coûts matériels au niveau de l'infrastructure. Avant Azure Virtual Desktop, il y avait sur le marché d'autres solutions qui faisaient à peu près le même service tel que Citrix, mais qui imposaient en fait d'utiliser du matériel physique et des licences certainement de VMware qui sont aujourd'hui très, très coûteux sur le marché. Donc, avec AVD, on va plus utiliser le mode payer à la demande. Donc, on va payer l'infrastructure qu'on utilise dans l'info nuagique. On n'a pas besoin de payer une infrastructure permanente. La gestion simplifiée pour les TI, comme nous l'avons mentionné, les administrateurs, ils ont l'environnement centralisé et ils sont à peu près sur la même configuration, peuvent être poussés pour tous les utilisateurs sans qu'il y ait des variations. La flexibilité, l'adaptation rapide. L'infrastructure peut s'adapter au fur et à mesure que la charge d'utilisation augmente. Donc, si on a 5 utilisateurs, l'infrastructure va se réduire à offrir le service pour 5 utilisateurs. Et si le nombre d'utilisateurs augmente à 100, l'infrastructure peut progresser aussi rapidement avec la fonction de scalabilité de l'info nuagique. Donc, AVD, c'est une solution idéale, justement, nous l'avons mentionné, pour des solutions legacy, des solutions très souvent qui utilisent des clients lourds, qui ont besoin d'être roulés très proches des bases de données. Ces solutions-là, très souvent, ne fonctionnent pas avec les VPN ou présentent beaucoup de latence. Avec AVD, l'environnement est déployé en local, proche de la base de données, donc ici, on ne rencontrera pas ce problème de latence. Il existe une panoplie de services sur le marché qui font à peu près ce que AVD fait. Mais aujourd'hui, avec les études présentées par Gartner, AVD est notamment la solution qui est la plus utilisée et la plus déployée du fait de son efficacité et de sa flexibilité de déploiement qu'elle offre. Citrix prend un peu du recul avec l'augmentation de coûts de licence qu'ils ont récemment appliqués. Donc, avec des solutions, une solution 100% infonuagique, mais avec des niveaux de responsabilité partagés. Donc, la responsabilité au niveau de la gestion ici sera partagée entre Microsoft et le client. Comme composants qui sont gérés par Microsoft, auxquels aucun client n'a accès, on a une catégorie de services, le Web Services, le Broker Services, le Gateway Services, les ressources et le Geographical Database. Ici, ce sont les ressources, en fait, qui vont permettre à l'utilisateur d'établir la connexion initiale. Parce que lorsque on offre un bureau distant ou des applications distantes à un utilisateur, à travers l'interface web, il aura des différentes icônes pour accéder aux machines virtuelles qui lui ont été partagées, des icônes pour accéder aux applications qui lui ont été partagées. Et généralement, ces applications-là sont stockées le plus près possible des utilisateurs. Donc, à travers les services Azure, il va y accéder par ce qu'on appelle communément du content delivery qui rapproche toutes ces ressources statiques près de l'utilisateur. Donc, ensuite, on aura des ressources qui seront sous la responsabilité du client. Ici, nous verrons plus tard quelles sont la liste de ces ressources et comment les mettre en place dans votre environnement technologique. Donc, ici, c'est l'ensemble des composants. On va passer dessus. Donc, comme nous l'avons mentionné, AVD est utilisé pour offrir des bureaux distants, des applications distantes, mais ces applications ou ces bureaux-là peuvent être catégorisés par département de services dans l'organisation.
Donc, nous pouvons avoir une infrastructure dans la même organisation qui offre des services pour le département des finances, une infrastructure qui va offrir des applications uniquement pour le département des ressources humaines et ainsi de suite. Donc, ça va permettre d'être capable de faire une catégorisation au niveau de l'infrastructure déployée en arrière, notamment pour avoir une meilleure gestion de coûts. Parce qu'en info nuagique, la refacturation, ou ce qu'on appelle en anglais le chargeback, est très souvent recommandé dans le modèle de gouvernance. Il faut savoir exactement ce que chaque département consomme. Donc, pour établir une connexion avec AVD, normalement, l'établissement de la connexion se fait en 2 étapes. Donc, on aura une première étape, en fait, qui va permettre d'aller chercher la ressource statique. Donc, la ressource statique ici, c'est à quoi l'utilisateur a accès. Quelles sont les machines auxquelles l'utilisateur, les machines qui étaient partagées à l'utilisateur pour le bureau distant. Quelles sont les applications, par exemple, qui étaient partagées à l'utilisateur pour l'accès distant. Donc, la première connexion va justement consister à aller chercher la ressource statique qui est stockée dans une base de données gérée par Microsoft. Ensuite, l'information va être retournée chez le client. Le client va donc utiliser cette information-là pour établir des sessions RDP sur la ressource locale se trouvant dans son infrastructure. Donc, il y a 2 étapes pour établir une connexion AVD. La connexion AVD, normalement, peut se faire de 2 façons, avec 2 outils différents. Ça peut être en utilisant le client web qui est totalement, qui est sur Internet, disponible sur le lien windows.cloud.microsoft. Donc, avec ce lien-là, vous accédez à l'infrastructure AVD et à travers vos authentifiants, vous allez pointer sur l'infrastructure qui vous est dédiée. Donc, ici, pour explorer, ici, nous entrons un peu dans le volet ressources gérées par le client. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, en fait, dans votre infrastructure pour pouvoir répondre à un besoin de déploiement de AVD? Donc, sur ce graphique, il y a plusieurs composants dessus, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est le volet, tout l'abonnement qui va contenir les ressources de AVD. Et pour mettre en place une infrastructure AVD, premièrement, on a besoin des images Windows parce qu'il faut avoir des images pour pouvoir déployer des serveurs. On ne peut pas faire un déploiement des machines AVD de façon individuelle. Sinon, à chaque fois, il faudra venir faire une administration propre à chaque machine. Donc, on recommande toujours de partir à la base avec une image construite et paramétrée qui répond aux standards de l'entreprise et qui contient notamment certaines applications standards de l'entreprise, tous les paramétrages tels que la mise dans le domaine de la machine, le respect, par exemple, des règles de conformité telles que le CIS, le NIST. Donc, on part sur la base de cette machine pour pouvoir déployer l'infrastructure AVD. Dans Azure, on va avoir besoin d'une galerie Azure pour stocker son image, un conteneur de stockage des images, un workspace dans AVD. Le workspace, c'est l'espace de travail dans lequel vous allez déployer tous les pôles nécessaires pour votre infrastructure AVD. L'application group, c'est la fonctionnalité d'AVD qui permet d'assigner les utilisateurs spécifiques à un environnement AVD. Le host pool ici, c'est le conteneur dans lequel vous allez imbriquer les différentes machines pour, par exemple, un département. Si le département RH a besoin d'un environnement spécifique d'AVD, on peut faire un host pool spécifique pour les RH, un host pool spécifique pour les ressources, pour les finances, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez la fonctionnalité property. En fait, ce sont les différentes propriétés qui peuvent être appliquées sur le host pool. On les explorera plus bas pour voir qu'est-ce qu'on est capable d'apporter comme paramètres spécifiques. Et la fonctionnalité startup de la machine qui permet notamment de démarrer la ressource machine uniquement lorsqu'on en a besoin. Donc, c'est à la connexion de l'utilisateur que la machine va démarrer et lorsque l'utilisateur se déconnecte, la machine également s'arrête. Ça va justement permettre d'optimiser la gestion de coûts. Et enfin, vous avez les hautes
de session ou session host qui sont en réalité, c'est la couche la plus basse d'AVD qui est la machine virtuelle en quelque sorte qui est présentée au client. Donc, on a deux types de host pools gérables dans AVD. On a des host pools des personnels et des host pools appelés en anglais des poolets. Le personnel ici, c'est lorsqu'on décide de dédier une machine spécifique à un utilisateur. Donc, j'offre un bureau distant à un utilisateur, je lui dédie une machine spécifique pour accéder à ce bureau distant-là, et il est le seul à utiliser la machine distante. Par contre, dans le modèle Poulet, c'est une machine qui peut être utilisée pour offrir le même service à plusieurs utilisateurs. Donc, les utilisateurs seront capables d'ouvrir plusieurs sessions sur la même machine. Dans le système d'exploitation qui est déployé sur ce modèle est un système d'exploitation multi-session, en fait. Donc, en plus de cet environnement AVD, bon, on a besoin du compte de stockage. Le compte de stockage ici, le FS Logic, c'est un compte de stockage qui va contenir tous les profils utilisateurs. Parce qu'on s'entend, à chaque fois que la machine va démarrer ou bien que la machine va être supprimée à la déconnexion de l'utilisateur, bah, le profil sur la machine en lui-même va disparaître parce que la machine n'existera plus. Mais lorsqu'il va se reconnecter, il faudra que le même profil se recharge sur la machine. Donc, tous les profils des utilisateurs sont contenus dans ce qu'on appelle le FS Logic, en fait, qui est un compte de stockage avec un Azure File en arrière. Donc, cette architecture présente un peu comment AVD sera capable de communiquer avec l'environnement existant, que ce soit l'environnement on-premise ici, ou que ce soit un environnement applicatif existant dans Azure. Donc, on considère que tout le trafic partant de AVD vers les environnements applicatifs, les environnements on-premise, ou même à travers Internet pour aller consommer d'autres services qui sont en passe, passeront par un pare-feu, en fait, pour sécuriser le trafic. Et également, on a besoin d'un intra-ID, bien sûr, pour avoir les utilisateurs qui seront affectés à AVD et gérer les utilisateurs par groupe. Donc, ici, on représente à peu près la même chose, mais on ajoute la fonctionnalité de Network Security Group pour dire plusieurs host pools peuvent être déployés dans un même environnement AVD. Donc, je peux avoir un host pool pour les RH, un host pool pour les finances, un host pool pour les TI, mais bien qu'ils soient dans le même réseau virtuel, bah, on peut sécuriser la communication entre ces différents host pools-là à travers les NSG pour être sûr que les TI ne communiquent pas forcément avec l'infrastructure dédiée à la finance ne communique pas avec l'infrastructure dédiée au RH et que le trafic est également filtré avant d'aller en prémisse. Donc, comme nous l'avons dit, mettre en place une solution comme celle-ci, il est évidemment important d'apporter des mesures nécessaires pour se rassurer que la solution sera toujours disponible pour les utilisateurs parce que AVD peut être offert à un utilisateur comme si c'était un poste de travail. Il va remplacer le poste de travail et permettre ici d'utiliser la fonctionnalité de Bring Your Home Device. Donc, l'utilisateur a son propre portable, mais il va travailler sur l'environnement d'entreprise, accéder aux applications de l'entreprise sans avoir besoin d'utiliser les ressources matérielles de son ordinateur. Donc, c'est quoi les mesures qui sont mises en place que AVD propose pour avoir de la redondance sur ces différents composants? Donc, si on commence par les composants qui sont gérés par Microsoft, en fait, tout ce qui est Web Services, Gateway Services, Broker Services, ce sont des composants qui sont disponibles de façon globale. Donc, Microsoft se rassure que ces composantes-là sont disponibles à peu près dans toutes les régions. Donc, si aujourd'hui, la région Canada central, par exemple, tombe en panne, on va pouvoir, quelqu'un qui est au Canada va être capable de se connecter sur Canada East, va être capable de se connecter à travers les États-Unis ou des centres de données en Europe. Donc, ça, ce n'est pas géré par l'utilisateur. Microsoft se rassure que le SLA sur ces services, il est à 100%. Et si on descend dans la couche
un peu plus basse qui concerne la galerie des images, les images en eux-mêmes, tout ce qui est host pool, tout ce qui est workstation et application group. Ce sont des services qui sont disponibles de façon régionale. Donc, vous le déployez dans une région Microsoft, Canada central, mais Microsoft va également se rassurer de synchroniser ces données sur la région père. Donc, si la région sur laquelle vous avez déployé dispose d'une région père, Microsoft va dupliquer les ressources sur la région père. Mais si la région père n'existe pas, ces ressources seront disponibles uniquement dans la région cible. Enfin, les machines virtuelles, les session hosts qui sont déployées en arrière, ça c'est à la discrétion du client. Le client peut les déployer de façon régionale, donc les mettre dans tous les centres de données disponibles dans la région, ou les déployer de façon locale, donc disponibles dans un seul centre de données. On s'entend qu'à ce niveau, il y a un coût qui va être appliqué à ça, et c'est en fonction de la gouvernance de coût de l'organisation que le choix va se faire. Mais nous recommandons toujours de déployer au moins dans 2 centres de données dans une région, dans 2 zones de disponibilité, vois-tu que les chances pour qu'on perde 2 zones de disponibilité à la fois sont quand même assez faibles. La sécurité autour d'AVD. Donc, premièrement, AVD, c'est une solution qui ne nécessite pas de licence supplémentaire. Lorsque vous êtes déjà un client, vous êtes déjà un utilisateur avec un compte Microsoft de catégorie E3 ou E5 ou plus. Aujourd'hui, il y a les E7 qui sont déjà sur le marché. Donc, si vous avez déjà une licence E5 ou E3 ou E7, il n'y a pas de licence supplémentaire achetée pour l'utilisateur pour pouvoir accéder à AVD. Tout ce que l'entreprise va payer, c'est l'infrastructure qui est déployée dans Azure, tel que nous l'avons vu tantôt. Donc, en matière de sécurité, il y a l'OSSO qui est appliqué à travers Entra-ID, notamment pour permettre le MFA, multifacteur d'authentification sur la solution. Et après, les règles d'accès conditionnel peuvent également permettre de filtrer par pays, d'ajouter des conditions pour que les gens puissent accéder à AVD. Il y a le déploiement des Defender qui peut être fait de façon automatique sur l'environnement AVD. Defender peut être activé sur l'abonnement directement, de telle sorte que dès qu'il y a une machine qui est déployée dans l'environnement AVD, Defender va s'appliquer de façon automatique. L'application des standards également CIS et NIST, ces standards peuvent être appliqués directement au niveau de l'image. On peut créer une image qui intègre directement le CIS ou alors contrôler au niveau des policiers Azure que le CIS est appliqué automatiquement au niveau de l'abonnement. Donc, la collecte des journaux et l'analytique, ça également, ça permet de renvoyer peut-être des données dans un CIEM pour les analyses et notamment pour le troubleshooting de AVD. Il est toujours important pour des plus grosses organisations d'avoir des rapports d'utilisation qui utilisent telle application, quand elle est mise sur AVD, est-ce qu'elle est encore utilisée? À travers le log analytique et des données collectées, on peut avoir ces différentes statistiques. Dans la suite de ça, AVD est une solution info-nuagique avec un accès, avec le volet accès qui est totalement géré par Microsoft. On a également le volet DDoS sur le service qui est assuré par Microsoft. Donc, on n'avait pas forcément besoin de mettre un DDoS en place, mais comme on dit, une couche de sécurité de plus n'est jamais exagérée. Vous pouvez rajouter un DDoS sur le VNet entier de AVD pour être sûr que vous avez en augmenté la couche de sécurité. Donc, le Bring Your Home Key, le Bring Your Home Key pour le chiffrement des disques, le chiffrement des machines en cas de vol ou d'expropriation des données chez Microsoft. Si l'infrastructure avait été chiffrée avec votre propre clé, personne ne pourra accéder à cette information-là. Et enfin, le filtrage web qui peut être appliqué soit avec Defender,
Microsoft Defender, ou si vous avez un firewall de sortie qui gère le filtrage web, vous pouvez également l'appliquer sur le firewall de façon directe. Donc, l'environnement AVD, comme l'environnement d'infrastructure Microsoft de façon générale, peut être sécurisé justement avec Azure Firewall pour être sûr qu'on contrôle le trafic entrant et sortant, et notamment qu'on est capable de bloquer le trafic en cas d'incident de sécurité. Donc, ici, c'est juste pour dire AVD peut être positionné en amont d'un firewall. Ça peut être un firewall Azure. Ça peut aussi être un NVA, un fournisseur de firewall tel que FortiGate ou n'importe qui d'autre. Donc, une fois que l'environnement AVD est en place, c'est sûr, il y a beaucoup d'opérations de gestion qu'il faut mener pour entretenir cet environnement. Ici, je parle notamment de la mise à jour des machines. Les machines qui sont déployées, même si elles démarrent à l'utilisation, il faut les patcher, il faut faire des mises à jour de ces machines-là. Donc, on recommande toujours d'y aller avec une image de base configurée sur laquelle on peut installer des applications. On peut installer certaines applications de base pour réutiliser l'image à chaque fois pour déployer. Et les mises à jour se font également sur l'image. Donc, tous les mois, vous pouvez avoir une séquence de mise à jour des images mensuelles. Et à chaque fois que la mise à jour est faite sur l'image, au démarrage de la nouvelle machine, elle va prendre en compte l'image mise à jour. L'utilisation de Microsoft Endpoint Manager pour la gestion des images, c'est également recommandé. Planifier des mises à jour régulières, nous l'avons déjà dit. AVD offre aussi une fonctionnalité qui s'appelle AppAttach. AppAttach, en fait, c'est une fonctionnalité de déploiement des applications. Au lieu de faire un déploiement d'applications sur les machines directement ou sur l'image directement, Microsoft recommande également d'utiliser AppAttach pour être capable en fait de partager les applications entre les services. Je prends un exemple. On a un déploiement d'AVD pour 5 départements et chaque département, dû à sa personnalisation, a une image spécifique à elle. Eh bien, il y a une ou deux applications que chacun des départements va utiliser. Donc, AppAttach, c'est comme un conteneur dans lequel l'application sera déployée et qui va venir se rattacher au hostpot. Et ainsi, on peut rattacher ce conteneur-là à plusieurs hostpots. À chaque fois qu'on décommissionne le hostpot, AppAttach va se détacher automatiquement et va continuer à fonctionner avec des autres hostpots qui sont encore en vigueur. Donc, mais il faut avoir des applications qui supportent en fait des formats MSIX et APX. Alors, AppAttach permet de connecter dynamiquement les applications d'un package applicatif à une session utilisateur. Donc, c'est bien beau d'avoir une machine distante, mais la question, c'est aujourd'hui, on utilise par exemple beaucoup Teams pour des rencontres dans les organisations. Est-ce que quelqu'un qui a porté son propre ordinateur se connecte à AVD pour accéder à un bureau distant ou aux applications? Est-ce qu'il est capable d'utiliser Teams et avoir le micro de son ordinateur, pouvoir imprimer sur des imprimantes qui sont connectées sur son réseau local? Oui, Microsoft AVD supporte ces fonctionnalités-là dans la fonction property que nous avons vu dans le diagramme tantôt. Ce sont les différents paramétrages qu'on est capable de faire sur un hostpool. Donc, par exemple, permettre sur un hostpool spécifique d'utiliser le micro de la machine dans AVD, d'utiliser le haut-parleur de la machine dans AVD. Donc, si j'ai Teams déployé qui est sur une machine AVD, vous pouvez faire des réunions comme si vous étiez Teams était installé sur la machine locale. Et je peux vous garantir, il n'y a pas de temps de latence, c'est assez fluide. Je l'ai testé plusieurs fois, je l'ai utilisé plusieurs fois dans beaucoup d'environnements
Et on arrive même au point où beaucoup de personnes préfèrent utiliser directement Teams dans AVD que de l'utiliser dans la machine locale. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être paramétrées, l'utilisation du clavier, tout ça peut être activé pour être redirigé vers la machine AVD. Donc, ici, c'est juste une capture qui présente l'interface de AVD, du client AVD, dans le volet applicatif. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les différentes applications qui sont publiées dans AVD. Donc, un utilisateur qui accède à ces applications, bah, il n'a pas l'application sur sa machine, il peut juste lancer l'application sur AVD, tel que Word, et il va utiliser Word sur AVD. Donc, tout ce qu'il va faire va être stocké sur une machine virtuelle sur AVD et non pas sur sa machine à lui. Donc, on peut publier autant d'applications possibles, que ce soit les services web. S'il y a des services web qui contiennent des données assez critiques de l'organisation et dont on ne voudrait pas que l'utilisateur puisse stocker sur sa machine, vous pouvez publier le lien sur AVD, sachant que l'utilisateur va se connecter sur la plateforme, mais toutes les données sur lesquelles il va travailler vont rester stockées sur la session AVD. Dans votre portail AVD, vous avez le volet applicatif, vous avez le volet appareil. Le volet appareil ici, c'est le bureau distant. Ça, c'est lorsqu'on permet à l'utilisateur d'avoir quasiment un bureau distant sur lequel il peut tout faire. Il a une session Windows, il peut lui-même installer des choses sur sa machine. Mais tout ce qui est installé de façon directe sur la machine, lorsque la session va être déconnectée, la machine va la perdre. Donc, on ne préconise pas aux utilisateurs d'installer des applications lorsqu'ils lancent le bureau distant, mais de passer par les administrateurs qui vont les installer soit par l'image, soit par Apache, pour être sûr que l'application sera persistante de session en session. Donc, nous avons passé un peu rapidement le volet, je dirais, théorique de la solution. J'espère que ça vous a captivé. Nous allons passer un peu à une brève démo. Ce sera vraiment une brève démo parce que juste pour vous montrer à quoi ça ressemble AVD à travers le portail Azure. Donc, ici, nous avons fait un déploiement d'AVD en utilisant la fonctionnalité déploiement rapide de la solution. Ce qu'il fait, c'est juste préparer un environnement de base qui va contenir un host pool, un workstation, un application group et une machine virtuelle en arrière. Donc, ce qu'on va tester, c'est essayer de se connecter à la machine pour voir ce que ça donne. Donc, voici tout l'environnement qui est déployé, un virtual network dans lequel il a déployé la machine et tout ce qui est workstation, application group, host pool et le network security group. Si on revient là, virtual desktop. Olivier, j'ai encore combien de minutes? Encore quelques minutes. On a quelques questions aussi qui sont à répondre. OK. Je crois qu'on a assez de temps. Ça va aller. Donc, le host pool, c'est ça, l'application group. Si je vais dans l'application group, vous allez voir les utilisateurs que j'ai affectés à cette application group pour accéder à la ressource AVD. Et bon, Apache, on n'en a pas ici. Si on était dans une formation, dans une présentation plus poussée, on le fera. On n'a pas assez de temps pour ça présentement. Bon, les utilisateurs que vous voyez, qui sont affectés dans l'application group, ce sont les utilisateurs de l'organisation qui sont d'intra-ID, donc ils n'ont pas besoin de licence pour accéder. Par contre, on peut ajouter des utilisateurs externes aussi qui ne sont pas dans l'organisation. Mais dans ce cas, il faudra affecter une licence
à l'utilisateur. Dans ces licences qui va être facturé en pay as you go et affecté à un utilisateur externe invité dans le compte. Donc, pour me connecter à VD, je peux utiliser le lien web qui est Windows, Cloud, Microsoft. Bon, mon authentification était déjà faite, sinon normalement, je dois mettre mon nom d'utilisateur, mon mot de passe et ensuite faire mon MFA. Donc, ça, c'est le bureau distant qui m'est affecté. Si je le lance, il va faire comme ouvrir une nouvelle machine, carrément. À l'intérieur de la machine, je peux faire tout ce que je veux. Donc, on peut également utiliser le client loup qui s'appelle Windows App. Je crois que je l'ai. Oui, Windows App. Windows App, vous voyez, il présente exactement la même chose que nous avons sur le navigateur. Par expérience, je peux vous dire que le client loup est quand même beaucoup plus efficace que le client web. Surtout lorsqu'on va utiliser des sessions permanentes telles que les appels vidéo. Donc, vous voyez, la machine est lancée. Si ma machine est, je peux faire tout ce que je veux dans la machine, mais tout le travail que je veux faire ici peut rester dans la machine. Dans les propriétés que nous avons mentionnées tantôt, il y a la possibilité d'activer, par exemple, du copier-coller. Si le copier-coller est activé, ça veut dire que l'utilisateur peut copier peut-être un fichier qui est sur sa machine distante et la mettre sur sa machine locale. Super, Donc, super. merci Olivier. Je crois qu'on a... Oui, bon, on va prendre quelques temps. questions. Quelques questions. On nous demande, est-ce que ce genre de solution, c'est plus pour des petites, moyennes entreprises ou c'est plus pour des grosses entreprises? Ça coûte combien pour un utilisateur ou pour une entreprise de pouvoir héberger une solution comme celle-là? Est-ce que des entreprises de 2, 3 personnes peuvent se le permettre? Oui, la solution, elle est faite pour toutes les tailles d'entreprise. Et comme je l'ai dit au début, la solution est facturée en mode pay as you go, donc utilisation à la demande. Vous êtes facturé uniquement lorsque vous utilisez. Si vous n'utilisez pas la solution, elle n'est pas facturée. Donc, si je prends un exemple de caractéristiques de machine qu'on va offrir à un client, par exemple une machine qui a 4 Go de RAM avec 2 vCPU, elle coûterait environ 100, 120, 130 $ par mois. Je crois que le calcul est vite fait. Si on offre une machine qui, lorsqu'elle est utilisée 24 heures sur 24, elle coûte 120 $, ça veut dire que l'utilisateur l'utilise 8 heures par jour ou 7 heures par jour, on payera encore beaucoup moins. Donc, ce n'est pas une solution qui est chère, elle est vraiment optimale. Elle est très utilisée par des grandes entreprises aussi, mais de même que par les petites Et entreprises. de l'autre côté, il y a la mobilité. Il y a Dans le la bénéfice mobilité. de la mobilité. Ouais. Bénéfice Exact. de la mobilité, ça veut dire que l'utilisateur peut utiliser sa tablette, j'imagine, pour pouvoir accéder à son poste de Oui, travail lorsqu'il voyage, lorsqu'il se déplace. Nous, du côté Squad Plus, on voit beaucoup des cabinets d'architecture, hein. Donc, juste pour partager notre expérience. Tu sais, on sait que les architectes, parfois, ils ont des applications qui sont plutôt lourdes. Donc, c'est pour dire que du côté de Azure Virtual Desktop, il y a également des profils qui peuvent être configurés pour supporter ces cas d'usage-là. Donc, des architectes qui généralement se déplacent d'un client à un autre, d'une ville à une autre. Ça peut être une solution plutôt très intéressante. oui, très intéressant. Et pour ajouter à ça aussi, l'avantage de l'info numérique, c'est qu'on est capable justement d'aller chercher des capacités aussi très élevées. Donc, si on a des applications qui exigent des ressources matérielles beaucoup robustes et qu'on n'utilise pas tout le temps, eh ben, AVD serait la solution idéale justement
parce qu'on peut donner du CPU lorsqu'on en a besoin, on peut diminuer lorsqu'on n'en a pas besoin. Effectivement, effectivement. Super, super. L'autre question, c'est est-ce que lorsqu'on déploie cette solution en entreprise, il est idéal de commencer par un projet pilote pour tester les profils d'utilisateurs et ainsi de suite. Toi, est-ce que tu peux partager un peu ton expérience de déploiement, Belmont? Ouais, oh oui, c'est comme tout projet, ça dépend toujours du niveau de connaissance ou de compétences qu'on a déjà de la technologie. Généralement, quand on part un nouveau projet, on commence toujours par ce qu'on appelle la preuve de concept. Donc, pour explorer, se rassurer qu'on couvre tous les besoins avant de s'en aller vraiment dans un mode d'utilisation à grande échelle. Donc, je dirais c'est comme la mise en place de toute nouvelle solution. Si moi, je veux la mettre en place, j'ai déjà un niveau d'aisance dans AVD, dans l'outil, la manipulation des outils. Donc, ce sera certainement plus efficace pour moi d'aller directement vers un environnement de développement et pas besoin de faire une porte pour explorer les services, en fait. Super, super. Merci Belmont. Je sais qu'il y a d'autres questionnements, mais on voulait le tenir dans les 45 minutes. Donc, merci pour cette présentation. Moi, je pense que compte tenu de l'intérêt qu'il y avait pour la présentation, on a vu là au niveau des inscriptions pour ce webinaire, nous, on va le refaire. On va réorganiser un autre qui va peut-être être plus spécifique, Belmont, au niveau du déploiement. Donc, merci pour cette présentation qui était quand même claire. On voit bien que AVD n'est pas seulement une technologie de virtualisation, mais ça peut être un véritable levier pour transformer les organisations qui ont besoin de ce qu'on appelle, hein, aujourd'hui, on parle de postes de travail modernes. Donc aujourd'hui, plusieurs organisations font face au même défi. On veut sécuriser l'accès aux données, aux applications. On veut permettre le travail hybride, à distance, mais également en présentiel. On veut simplifier la gestion des environnements des utilisateurs et des applications aussi. Et en même temps, on veut optimiser nos coûts. Donc, tous ces aspects-là, on a pu avoir une réponse là concrète à travers cette présentation que tu nous as faite aujourd'hui. Merci également à toutes les personnes là qui ont pris le temps d'être avec nous. Alors, pour la suite, si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, ce que nous suggérons là, c'est vous nous contactez et puis on va prendre le temps avec vous de déterminer si la solution elle est pertinente pour votre organisation, d'identifier quels peuvent être les gains potentiels en sécurité, en performance et en coût pour votre organisation. Deux, nous sommes une société de services conseils. On propose des formations pratiques autour de Microsoft Azure. Vous avez vu que la solution actuellement, elle est hébergée dans Microsoft Azure. Elle supporte plusieurs patrons de conception Azure, hein, que vous pourriez découvrir dans d'autres formations Azure. Donc, on vous encourage là à regarder notre catalogue de formations et à vous inscrire à nos formations qui sont certifiantes, c'est-à-dire qui vous permettent là de passer vos certifications Microsoft. Et enfin, comme on l'a dit, on accompagne les organisations à mettre en place, à implémenter ce genre de solution. Ça nous ferait tout simplement un gros plaisir là, de vous accompagner si c'est ça votre besoin. Je vais vous mettre le lien là du formulaire que vous pourriez remplir pour nous contacter. Bien sûr, cette présentation va être également diffusée de façon asynchrone sur notre canal YouTube. Mais comme on l'a dit, on le promet, on fera une autre présentation sur le sujet qui va certainement être plus pratique et plus interactive. Donc, voilà, je pense que tout est dit. Merci à tous et à toutes. Merci Belmont. Peut-être un Oui. dernier mot pour la fin. Non, je remercie tous les participants, tous ceux qui se sont inscrits pour le webinaire et notamment, nous, comme Olivier le dit, nous restons disponibles si vous êtes intéressé soit par le déploiement ou vous avez des questions auxquelles vous voudrez qu'on vous aide Bon, sur le sujet. super, super. Merci Olivier. Merci. Et merci Belmont. Merci tout le monde. À Merci tout bientôt. le monde. Bye.